je reviens sur le bilan qui a été fait il y a de cela quelques semaines. Et c'est par rapport à ce bilan-là qu'il faut parler des éléments qui ont été soulevés et qui ont été réalisés. Vous parlez des Dara. Le fait qu'on puisse lancer le projet d'appui à la modernisation des Dara, c'est un projet qui est déjà lancé. Le PAMODA, c'est un projet qui a été lancé, qui n'a pas été relevé effectivement dans le discours, parce que dans une adresse de la nation veille de 4 avril, on n'a pas cette possibilité de parler de tous les projets. Mais c'est pour ça que je dis, soyons cohérents dans ce qu'on dit. Aujourd'hui, adresse à la nation, il en parle l'année dernière, il y a quelques semaines de cela, le Premier ministre vient publiquement présenter le bilan, parle du lancement du projet de modernisation des Dara. Pourquoi une répétition? Est-ce que le président aurait dit, ça a été dit, oui, c'est fait? Est-ce qu'on ne peut pas aussi lire dans le message à la nation ce silence-là comme une façon de dire, oui, beaucoup de choses ont été dites, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites? Mais soyons cohérents, et il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de choses, bien entendu, il n'existe pas 100% de réalisation nulle part dans le monde. Mais c'est clair que énormément de choses qui ont été dites ont été faites. Je donne maintenant l'exemple de la santé. Effectivement, moi je dis, c'est vrai, on n'a pas parlé de la santé. Et moi je dis que c'est dommage. C'est dommage qu'on n'ait pas parlé de la santé. Pourquoi je dis que c'est dommage? Au moins un point de convergence. Oui, on est d'accord sur ça. Ouais. Pourquoi c'est dommage? Parce que la couverture médicale universelle est déjà lancée. C'est la première fois dans l'histoire. Vous l'aviez dit, c'est intéressant de savoir, est-ce que c'est lancé comme c'était promis aux Sénégalais? Ça, c'est une question importante. Répondez, Malick Diop. Très rapidement, on va donner la parole d'abord à Maître Youm avant de revenir à... Je suis très content de la question, parce qu'on a dit que c'est un débat technique. On parle technique. Des questions posées, on y répond techniquement et concrètement par chiffré. Allez-y. Aujourd'hui, c'est vraiment lancé. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal que les 0 à 5 ans sont pris en charge gratuitement partout sur le territoire national. Et c'est 3 millions de Sénégalaises et de Sénégalais même qui aujourd'hui... où il n'y a pas de pédiatre pour les 0 à 5 ans vous savez, le système de santé... Non. Mettez d'abord des pédiatres. Oui, laissez... Vous avez posé une question, je vais vous répondre techniquement. Et celle-ci m'intéresse particulièrement. Merci. Allez-y, laissons-le quand même répondre. Dans le système de santé, dans le système de santé au Sénégal, à l'endroit même des Sénégalaises et des Sénégalais, le médecin généraliste, l'infirmier, a en première intention la possibilité de faire une gestion d'une pathologie. C'est comme ça qu'est fait le système de santé. Il est pyramidal, il est à 3 niveaux. Aujourd'hui, vous êtes dans un quartier au niveau rural, vous avez les cases de santé, puis vous avez les postes de santé, les centres de santé. Et à partir de ces centres de santé, vous avez dans certains centres de santé des spécialités. On arrive maintenant à l'établissement public de santé du niveau 1, niveau 2, niveau 3, où c'est un traitement spécialisé. Un jeune, un enfant qui a 2 ans, avec une fièvre, je lui donne les éléments précis. Oui, il a posé une question précise, je lui réponds précisément. Qui a une fièvre de 39 est pris en charge de manière gratuite, mais n'a pas besoin en première intention d'aller directement vers le pédiatre. Si maintenant la pathologie, dans le cadre de la consultation, on voit qu'il y a une obligation d'aller vers un pédiatre, là, on aura besoin de pédiatre. C'est ça, en fait, la réalité qu'il faut préciser. Qu'aujourd'hui, je dis au-delà des 3 millions d'enfants de 0 à 5 ans qui sont pris en charge gratuitement, on est revenu sur les 300 000 qui ont plus de 60 ans. Et ça a été arrêté en 2012. N'oubliez pas que la dette hospitalière était de 15 milliards quand on est arrivé. Et on a arrêté le plan Sésame. On a trouvé que le plan Sésame était arrêté. Ça a été relancé dans le cadre de la CMU. Et aujourd'hui, c'est 300 000 personnes qui ont plus de 60 ans. Cher au président Abdoulaye Wade. Oui. Pour rendre à César cette... Je suis d'accord, mais le plan Sésame a été bloqué depuis 2 ans avant l'alternance. Et quand
À partir de l'alternance, la CMU a été lancée, le plan Sésame a été relancé. Et aujourd'hui, c'est en exécution. En plus de beaucoup d'autres choses, hein, parce qu'on peut en parler. Je vois que c'est une question qui vous passionne, elle est très importante. Oui, parce que ça le passionne, lui, il fallait lui donner les réponses. On reviendra là-dessus. Monsieur le ministre El Hadj Omar Youm, sur la question de la décentralisation, je reviens là-dessus par rapport à la question que j'ai posée tout à l'heure. Les pôles territoires, les pôles de développement. On a eu l'impression que le président s'est retenu un peu, alors que c'est l'épine dorsale de cet acte 3 de la décentralisation. C'est vrai, le pôle développement Casamance, il y a eu cette visite du chef de l'État, mais on ne parle pas du pôle développement Sine Saloum, Dakar-Thiès, Ndiambour, le fleuve Sénégal. Pourquoi le président s'est retenu finalement ? Non, je pense que le président ne s'est pas retenu. Hein. Il faut comprendre que quand même on est dans un processus de réforme de la décentralisation. On ne peut pas tout faire en un seul moment. Hein. C'est une réforme qui demande la réflexion en profondeur. C'est une réforme qui a besoin d'être impactée pour qu'on puisse savoir quels sont les effets, les inconvénients, les contraintes. C'est une réforme qui a besoin aussi d'être expérimentalisée, c'est-à-dire on est dans une phase aussi d'expérimentation. C'est pour cette raison que justement on prend le temps de la réflexion pour encore imprimer l'action. Je voudrais peut-être juste dire que nous avons quand même communiqué hein, sur la réforme, nous avons communiqué. Je ne pense pas qu'il y ait eu une réforme au Sénégal qui a été encadrée par un plan de communication de masse qui nous a permis de faire une 50aine de forats, qui nous a permis de faire une caravane à travers le Sénégal, les 14 régions du Sénégal, tous les départements, les communautés rurales, qui nous a permis quand même pendant 3-4 mois d'être à l'intérieur du Sénégal pour communiquer avec les Sénégalais et pour leur apporter le bon message. Il se trouve qu'effectivement, il y a beaucoup plus eu de polémiques autour de la suppression du conseil régional que beaucoup de choses pouvaient justifier en termes de privilèges, de faveurs que d'aucuns allaient perdre. Parce que simplement, quand on supprime une institution, en tant que collectivité locale, il y a toujours évidemment des emplois, des indemnités qui sont perdues et éventuellement des supposés emplois qui sont supprimés, ce qui n'est pas le cas. Je pense que sur ça, nous sommes en phase avec l'intersyndicale des travailleurs qui ont déjà compris que cette réforme est une réforme pourvoyeuse d'emplois. Ce n'est pas une réforme qui était là pour déconstruire les emplois qui étaient au niveau des collectivités locales. Au contraire, c'est une réforme qui vient consolider les emplois et accompagner les travailleurs des collectivités locales par la mise en œuvre effective de la loi sur la fonction publique. Et là, je comprends. De l'autre côté, on nous dit, oui, le président n'est pas revenu sur ce qu'il avait annoncé. Mais si c'est réalisé, je vous dis encore une fois, nous ne sommes pas là pour faire le bilan. Le bilan du Sénégal, le bilan du régime du président Macky Sall se fera, Inch'Allah, en 2017. Et en ce moment, on saura ce qui a été dit, est-ce que ça a été réellement fait. Mais pour l'instant, les bilans d'étape, j'en viens, les bilans d'étape qui ont été faits sont des bilans qui sont réels et qui ne sont pas fictifs. Tout ce que le président a dit sur l'emploi des jeunes, il faut quand même comprendre une chose. Quand vous êtes dans la mise en œuvre d'un projet, il y a des phases de maturation, il y a des phases critiques d'un projet. On ne peut pas dire on va lutter pour l'emploi des jeunes, utiliser 500 000 emplois, même si on le dit. C'est une ambition politique. Est-ce que ce qu'il faut se dire, est-ce qu'aujourd'hui, le régime en place est en train de poser les actes forts qui doivent nous permettre de réaliser cette ambition politique? À cette question, je suis obligé de dire oui. C'est votre droit, je ne vous coupe pas, cher ami. Je sais que depuis que vous êtes sorti de ce régime, que vous avez aidé à constituer, le temps du développement et de l'écoute des intérêts du Sénégal s'est arrêté. Et vous êtes dans le temps de la politique. Nous, on n'est pas dans le temps de la politique, on est dans le temps de la construction. Donc je dis encore une fois que ce qui a été dit a été fait. Le ministre de la fonction publique, et ça n'a pas été démenti, il a dit qu'ils ont créé 60 000 emplois dans le cadre du bilan qui a été fait en conférence publique. 66 000. 66 000 emplois. Alors, quand vous faites un projet pour dire à terme... par certains. Oui, mais de toutes les façons, je pense que c'est l'autorité. On peut contester de manière arbitraire sur le plan des affirmations, comme on est en train de le dire. Mais ce qui est le plus important, c'est est-ce que ce qu'il dit est plausible. Je pense que M. Mansour Sy est un homme très respectable, qui ne va pas jouer à faire des annonces
pour faire plaisir à qui que ce soit, parce que simplement c'est la réalité. Je vous en prie. Quand on dit maintenant qu'on va faire 300 000 emplois... Mais je vous ai fait cette faveur quand même. Mais donc, de toutes les façons, il aura toute la latitude de s'expliquer. Je pense que c'est des choses qui sont très sérieuses, comme il a à le dire. Et c'est bien que les Sénégalais, parce que nous, on n'est pas là pour défendre des chapelles. Nous sommes là pour informer les Sénégalais et commenter encore une fois un discours. Pour voir est-ce que ce qui est dit dans le discours est dans l'ordre du possible. C'est ça la réponse. Aujourd'hui, est-ce que ce qu'il a annoncé est possible? Et on est obligé de dire effectivement c'est possible parce que ce n'est pas des chiffres qui sont annoncés à la va-vite. On ne peut pas, dans un discours officiel et solennel du chef de l'État, quand il dit nous avons obtenu 11 milliards de financement d'une banque pour l'appui des femmes et des jeunes dans l'entrepreneuriat, et en citant la banque, dire que quand même, sauf si vraiment on lit les choses avec les yeux et non pas avec le cœur, dire que c'est pas vrai. Donc je pense que le chef de l'État nous a habitués à dire des choses de manière très simple, mais aussi de manière très sincère. Et ce qui est fait. Maintenant, pour revenir au pôle, je vous avais dit encore une fois, ce qui est fait dans le phasage de la décentralisation, c'est d'abord essayer de voir ce qui est possible d'être fait pour sauvegarder le calendrier républicain. Parce qu'on avait deux challenges, soit faire les élections et faire la réforme après, ou faire la réforme et faire les élections. Le chef de l'État a dit on peut faire les deux. Il faut allier les deux contraintes. Et pour faire. Donc on a fait dans la phase législative, ce qui est possible, c'est la communalisation intégrale et l'élection des départements. On est en train de réfléchir parce que le comité national de pilotage continue de réfléchir avec les experts qui composent le comité national de pilotage. Très bien. Pour aller dans les pôles. Mais pour aller dans les pôles, nous avons mis en place un pôle test. Casamance, avec 23 milliards, avec des objectifs précis, d'abord de développement de micro-projets, de lutte contre le chômage, mais aussi d'inclusion sociale, et ensuite de remobilisation, de démobilisation des rebelles et d'insertion sociale. Donc c'est ça les composantes du pôle Casamance. Mais les vrais pôles, tels que rêvés, pour supporter la politique de territorialisation, c'est les pôles qui vont venir. Il a annoncé 7. Moi, je ne veux pas être dans les chiffres. On est dans la phase de réflexion. On est entre 6 à 8 pôles qui sont déjà identifiés pour la recomposition territoriale qui devrait nous permettre de nous retrouver avec des régions, avec une certaine densité, avec une taille critique, qui nous permettent, sur la base de leur potentiel et de leur vocation productive, de donner satisfaction à la demande sociale. Et c'est ça l'esprit, c'est-à-dire on va dans une logique de croisement, développement territoire, pour satisfaire les populations du Sénégal dans l'équité. Très bien. Dans la solidarité. Diatou Cissé, je vous tends la perche sur, par exemple, l'accès au financement. On a tendance à dire, tout à l'heure, on parlait de développement territorialement équitable, mais les disparités, c'est aussi entre les différentes couches. La pauvreté a tendance à se féminiser ou les femmes ont tendance à s'appauvrir. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette question? Je suis contente que ce débat soit extirpé un peu de la décentralisation, communalisation, parce que j'ai vu que Maître est en train de détourner le plateau au profit de sa communication. On ne peut pas le lui reprocher, mais c'est mon sentiment. Oui, qui parle. Maintenant, je voudrais, c'est vrai, Maître, le président a la latitude de faire son discours. Et moi, ça ne me gêne absolument pas que le discours s'annonce sous forme de perspective, dans un horizon tout à fait dégagé, mesurable. Cela ne me gêne absolument pas. Mais je pense également que chaque citoyen a le droit de se projeter dans ce discours et de l'évaluer à l'aune de ses attentes. C'est pour ça que je disais que moi, mon attente par rapport aux questions de citoyenneté, par rapport à la discipline collective, cette attente-là, elle n'était pas satisfaite. J'ai une autre attente aussi. Et je m'étonne que quelques jours après la publication du rapport de Human Rights Watch qui parle de quelques 30 000 jeunes Sénégalais en errance et en désespérance dans les artères de la ville, qu'on ne nous dise pas qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes. Est-ce que le Sénégal émergent peut partir sur la base de jeunes sans lendemain, sans perspective, des jeunes qui ne sont même pas dans l'adolescence? Si on fait le tour de la place de l'Indépendance, tout de suite, on verra des jeunes de 6 ans, 10 ans dormir au coin de la rue. D'autant qu'on a tous eu notre choc collectif après qu'il y ait eu quand même 7 jeunes talibés, Dieu et leur âme,
qui est connu une mort atroce dans un incendie de la Médina. Je dis, je ne comprends pas ce silence-là. Et de grâce qu'on ne nous parle pas de modélisation ou de modernisation des Dara. Ce discours, moi j'ai toujours été proche du ministère de la Femme et je sais que par exemple quand Aminata Mbengue Ndiaye était ministre de la Femme sous le régime de Abdou Diouf, on nous parlait de modernisation des Dara. Je suis déçue en tant que citoyenne, en tant que maire, qu'on n'ait envisagé aucune perspective par rapport à ces jeunes Sénégalais qui, pour la plupart du temps, disons-le haut et fort, sont des jeunes exploités. Qu'on ne me dise surtout pas qu'on laisse les jeunes se dépatouiller dans la rue, exploités, en attendant qu'on cherche où on les casse. Je pense qu'il y a des mesures conservatoires à prendre pour sortir ces jeunes-là de la rue. On ne peut pas construire le Sénégal en laissant en rade autant de jeunes dans la rue. Ça, c'est la première, la deuxième frustration. Maintenant, pour ce qui concerne l'accès au crédit. C'est vrai. Je pense, je vois à longueur de journée les différentes ministres de la femme, je fais dans le genre, les différentes ministres de la femme qui sont passées, aller à la base, discuter. Un homme ne devrait pas être ministre de la femme. Absolument. Je pense qu'on aura gagné notre combat quand le ministre de la femme ou le ministre du développement des affaires sociales est confié aux hommes et les forces armées aux femmes. Je pense que c'est là où on ne parlera plus de parité, mais d'égalité entre tous les citoyens. On y arrivera. Mamadou. Maintenant, je dis, pour ce qui est de l'accès au crédit, moi, je m'attendais à des ruptures plus marquées, d'autant que le Premier ministre que je connais bien, Mme Aminata Touré, a quand même un grand ancrage dans le militantisme féminin ou féministe, si l'on veut. Les ruptures, pour moi, c'était de rompre. Finalement, c'est de la poudre aux yeux et il faut faire un peu de suivi, évaluation en milieu rural pour se rendre compte. Écoutez, quand vous donnez 10 millions de francs à 50 groupements de femmes, quand Madame la ministre parle, les femmes se partagent l'argent, chaque groupement se retrouve avec un petit fonds de roulement de 50 000. Chaque femme prend 10 000, rembourse 11 000 au bout de 6 mois. Vous pensez que ça, c'est avoir de l'ambition pour les femmes? Moi, j'ai envie que tout cet argent-là soit mobilisé, qu'on puisse faire des unités de transformation des produits, que les femmes de la Petite Côte puissent ne plus mettre méchamment leurs guettes, leurs poissons secs là sur des tables de fortune, mais qu'on puisse les conditionner, qu'on puisse les exporter, que les femmes en élevage puissent, par exemple, conditionner leur lait plutôt que de le vendre à vil prix au coin de la rue. Allez-y vers Passy. Si vous quittez Kaolack pour aller vers Passy, vous verrez de petites filles qui vendent du lait caillé pour 2000 francs. Je suppose qu'au bout de 2 jours, ce n'est pas vendu. Ils le versent. Moi, j'ai envie qu'on mette des ruptures. Mettre des ruptures, c'est avoir plus d'ambition pour les femmes. Avoir des ruptures dans le domaine des femmes, ce n'est pas faire le microcrédit. Je pense que c'est envisager résolument la question de l'entrepreneuriat des femmes. L'entrepreneuriat en termes de petites et moyennes entreprises, l'entrepreneuriat en termes d'unités de transformation viables qui puissent valoriser les produits des femmes. On ne peut pas toujours continuer. Parlons-en. Est-ce qu'on peut promouvoir, par exemple, les femmes si on ne règle pas les questions d'accès à la terre? On a une constitution qui affirme que les femmes ont le droit d'accès à la terre. Vous savez ce qui se passe? Parce que moi, j'ai fait des évaluations sur des programmes de développement à l'intention des femmes, par exemple, dans le Saloum. Les femmes se chinent, à part une seule communauté rurale que je connaissais, la communauté rurale de Diokoul-Mbelkouk, où les femmes avaient accès à la terre, par exemple, dans le Saloum, il n'y en avait pas. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Les femmes sont là et empruntent la terre. Les hommes sont très malins, ne vous en faites pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils ont une terre fatiguée, quand les hommes ont des champs fatigués qui ne sont plus productifs, c'est le plaidoyer du développement. Parce que le développement des femmes, c'est le développement de la communauté. Une société, elle marche sur ses 2 pieds. Et les 2 pieds de la société, c'est les femmes et les hommes. Et je pense que toute la lutte des femmes a contribué à améliorer le bien-être de la famille. Et la famille, c'est les hommes, c'est les femmes. Mettre en passant. Oui. Je donne juste un exemple. Terminer. Oui, juste pour terminer, je dis qu'il y a des questions, à mon avis, fondamentales.
qui ont un statut de prérequis à régler si on veut régler la question des femmes et des jeunes. Et parlons-en. Il y a eu des études, on l'a étudié rapidement, mais au niveau international, il y a des évaluations qui ont été effectuées et qui ont conclu que le microcrédit contracté auprès de certains organismes de financement contribuait à appauvrir davantage les femmes. Je pense que tout ça, c'est des... Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des ruptures sur ça, qu'on n'amène plus des tam-tams pour aller distribuer 50 millions à Foundiougne, à grand renfort médiatique, tapage médiatique, mais qu'on commence à envisager véritablement l'essor des femmes en tant que opératrices économiques et non en tant que des gens qui génèrent de petits revenus pour acheter des bougies le soir, pour acheter du pétrole ou pour acheter quelques oignons pour renforcer la sauce. Merci Diatou. Maître Ali Fall, elle est applaudie par le public ici présent. Maître Ali Fall, le plan Sénégal émergent, pour évoluer un peu dans le débat, le chef de l'État a parlé de renouveau productif du Sénégal à partir du PSE, de sa volonté d'inscrire le PSE en dehors de toute contingence conjoncturelle. Il a parlé de fonds propres mais aussi d'apports extérieurs, mais il a surtout insisté pour réussir ce Sénégal émergent sur l'administration, une administration qui a une tradition assez vieille, mais qui doit être plus accueillante, mais surtout qui doit faire en sorte que la compétence organisée soit au service de la population et non au-dessus du peuple. Comment vous percevez tout cela? C'est des intentions, on peut même les qualifier de bonnes, mais par rapport à la réalité que nous vivons. Vous savez, je pense que avant de parler du PSE, il est bon quand même de dire que le Yoonu Yokkute manifestement a été un échec. Parce que c'est sans doute le projet à la base duquel un projet politique a été installé et qui a sollicité le suffrage des Sénégalais. 2 ans après, on est bien d'accord pour dire qu'aujourd'hui, c'est aux oubliettes, c'est terminé. Pour le PSE, c'est un programme qui est décliné. Et effectivement, on est encore dans les intentions et dans la déclinaison des perspectives. C'est vrai que dans son discours, le président s'appuie, en tout cas à la volonté de vouloir s'appuyer fortement sur l'administration, parce qu'il estime que celle-ci est au cœur de l'action publique. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais je pense que, c'est vrai, même s'il a dit un peu qu'il comptait sur ses qualités, c'est une bonne chose aussi que de pouvoir évaluer celle-ci, l'administration. Moi, je me souviens... En 1999, c'était sous le régime du président Abdou Diouf, il avait été mis en place un nouveau système de notation des fonctionnaires qui n'était plus axé sur l'ancienneté, mais sur leur performance à délivrer un service de qualité pour les usagers du service public. Aujourd'hui, force est de reconnaître aussi que ce système d'évaluation pour mesurer la performance de l'administration, on n'en parle plus. Je pense qu'il est bon de vouloir s'appuyer sur celle-ci quand on a les moyens de l'évaluer, quand on a les moyens de la rendre beaucoup plus performante. Mais ne nous faisons pas d'illusions, hein. Là je vous livre ma conviction profonde, c'est qu'aujourd'hui, les vraies ruptures, quel que soit le plan qu'on mettra en place, parce qu'on est toujours encore dans les plans qu'on imagine, le plan, quelle que soit sa pertinence ou sa qualité, ne peut s'appuyer que sur un homme qui est pauvre, sur un homme qui est compétent, sur un homme qui est bien formé, sur un homme qui s'occupe d'abord principalement de la prise en charge des préoccupations des Sénégalais. Et ce que je veux dire par là, c'est que la politique aujourd'hui, ce n'est pas uniquement que de penser des systèmes nouveaux, de tenir les mêmes discours qu'on entend à la limite depuis 40 ans. Moi, je considère que la rupture, c'est en nous-mêmes, c'est en chacun de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre pays? Quels sont les moyens dont nous sommes disposés à nous doter pour que ce pays aille de l'avant? Je pense que cette introspection, personne n'y échappera. Le président, malheureusement, l'a effleuré un tout petit peu en comptant sur un homme sénégalais nouveau. Mais je pense que les vraies ruptures, c'est d'abord nous. Malheureusement, depuis 2 ans, ces ruptures ne sont pas engagées en termes de comportement, en termes de discipline collective. Et c'est dommage qu'on n'appuie pas sur cette question-là. Justement, est-ce que les mécanismes comme la déclaration de patrimoine, l'OFNAC, l'Office national contre la fraude et la corruption, ne sont pas finalement de bons mécanismes pour corriger toutes ces dérives dont vous parlez tout à l'heure? Vous savez, tout à l'heure, M. Youm disait que nous n'étions peut-être que dans la politique. Quand il y a de bons actes qui s'opposaient, vous pouvez compter sur moi pour les approuver. Je pense que la déclaration de patrimoine va dans le renforcement de la bonne gouvernance. Je pense que l'installation de l'OFNAC va aussi dans ce sens-là. Et croyez-moi, j'applaudis. Ceci étant, quelle que soit la pertinence du système que vous avez mis en place, la qualité des hommes chargés de le mettre en place,
ou de le mettre en exécution est fondamentale. C'est peut-être sur cette question-là qu'il faudra qu'on travaille tous ensemble. Et cette question-là, je pense, va au-delà des questions partisanes. Chaque Sénégalais doit se sentir concerné pour que la bonne gouvernance soit inscrite au cœur de l'action publique. Évidemment, pour le moment, tout ça est extrêmement récent. Il est difficile de pouvoir poser un jugement, en tout cas serré là-dessus. Attendons de voir ce que le temps nous permettra de comprendre pour savoir si, effectivement, au-delà du bon système qui a été mis en place, la volonté politique de bien faire la accompagner. Mais aussi au-delà de peut-être du discours, M. Ali Fall, que chacun de nous ose regarder son prochain en disant je n'ai jamais tenté de corrompre ou je n'ai jamais été corrompu. Pour avoir un papier, est-ce que je n'ai pas été obligé de donner 200 francs à cet agent qui est là, qui doit peut-être me délivrer mon certificat de naissance, et ainsi de suite. Est-ce qu'on ne doit pas aller au-delà des discours, mais bien sûr, mais quand j'ai dit tout à l'heure que c'est une introspection individuelle, chacun de nous-mêmes doit se poser la question, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons tous, et il faut avoir l'humilité de le reconnaître, des comportements quelque part déviants. Je vais juste vous donner une petite anecdote. J'ai souvent l'habitude de dire au Sénégal, celui qui souffre le plus, c'est celui qui respecte la règle. Quand vous décidez de respecter la règle, vous êtes celui qui est en arrière, vous êtes celui qui est marginalisé et vous êtes celui qui souffre. Permettez-moi juste de préciser une chose. Quand vous arrivez par exemple à l'aéroport de Dakar, c'est la première image que vous avez du Sénégal parce que vous venez d'arriver. Quand vous respectez la règle pour dire je fais la queue à la police de l'air, je fais la queue au bagage pour prendre mes affaires et partir, vous êtes le dernier à partir. Ça, c'est peut-être justement ce qui révèle ce comportement déviant qu'on a en nous. Et je pense effectivement, vous avez parfaitement raison, faisons tout pour nous battre contre nous-mêmes, pour que la règle marche, pour que la bonne gouvernance marche, pour que la qualité soit inscrite au tout cours de nos actions de tous les jours. Je pense qu'en le faisant, quelle que soit la qualité du plan qu'on soutient, ça peut aller de l'avant. Le pôle de gauche veut monopoliser la parole. Je lui redonne la parole avec votre permission. Oui, Diatou Cissé. Mais heureusement que c'est moi qui mène le débat. Vous m'avez prouvé que vous êtes très, très galant. Et je pense que de ce point de vue, on est d'accord. Je pense qu'en termes de bonne gouvernance, de reddition des comptes, d'imputabilité quand même, qu'on le veuille ou pas, le président est en train de poser des actes forts. Les évaluer, c'est une autre chose, c'est plus tard. Mais au moins, pour moi, c'est la manifestation d'une volonté politique affirmée d'assainir un peu la gouvernance publique en général. Qu'on n'encourage pas la transhumance aussi, non? Oui, on va revenir sur la transhumance. Mais je voudrais rapidement, je voudrais quand même dire, on ne peut pas déconnecter ce débat-là, effectivement, de ce contexte de plan de Sénégal émergent. Moi, je suis d'accord. Le président a également raison que l'administration doit améliorer la qualité de ses prestations. Mais je pense que les fonctionnaires sont l'émanation aussi d'une société. Si globalement la société est indisciplinée ou ne marche pas ou manque de civisme, je me demande comment on peut générer des fonctionnaires intègres qui viennent à l'heure. Tant que nous sommes par exemple dans une société sénégalaise où chacun se sent obligé de venir au bureau à midi parce que le voisin ou le cousin baptise son enfant, on n'y va pas après la descente, je pense que ça pose un problème. Et je suis désolée, ceux qui gouvernent constitue quand même quelque part le modèle culturel dominant. Ça veut dire qu'on a tendance à regarder sur ces gens. Et ça aussi, c'était un peu une frustration. Moi, si j'étais à la place du président de la République, l'agence de l'ASP, l'agence pour la sécurité de proximité, moi, j'aurais détourné les missions de cette agence-là au profit de la promotion du civisme et de la discipline. Où est la discipline? Quel fonctionnaire arrive à l'heure, par exemple? Quand une charrette, parce que j'en ai vu dernièrement, avec 14 sacs de foin au sens giratoire de Maris, pendant que les gens vont au travail, une charrette qui tient en respect près de 30 véhicules et personne ne dit rien et qu'on ne me théorise pas l'utilité sociale de la charrette en plein milieu urbain. On en voit sur l'autoroute, on en voit sur la VDN, après c'est du Diegelou, après c'est du Balme, personne ne dit rien, même les forces de l'ordre. C'est des entraves à la circulation quelque part, les pousse-pousse, les moutons, personne ne dit rien. Je dis qu'il y a au niveau politique, à mon avis, un mouvement d'ensemble à mener pour que les Sénégalais changent, qu'on se regarde nous-mêmes, qu'on change. Mais je pense que quelque part, on a besoin qu'on nous donne le signal et qu'on nous donne le déclic pour que les habitudes, les attitudes et les comportements puissent changer de telle sorte que ces attitudes et ces comportements puissent être en adéquation avec un développement ou un pays émergent. Alors, Malick Diop,
tout ce dont on accuse l'administration sénégalaise, un mammouth qu'il faut dégraisser, une administration où règne la corruption, la triche, est-ce que c'est exagéré ou vous trouvez qu'en fait, ce sont des réalités qui sont décrites et qu'il faut affronter avec courage? Non, il faut l'affronter avec courage parce qu'on est quand même dans une phase particulière où, vous savez, le 23 juin, c'était un moment fort, important, où c'est le peuple sénégalais qui s'est levé pour dire qu'il faut des changements, mais vraiment des changements radicaux par rapport au comportement, par rapport au système, etc. Et les acteurs politiques qui gèrent les affaires de la cité sont attendus sur ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est important qu'il y ait des messages forts émanant déjà du chef de l'État, émanant des acteurs qui sont dans le gouvernement, qui sont partout sur le plan de l'administration, etc. Et c'est important que cet élément soit dans le discours du chef de l'État. J'ai bien aimé l'élément, enfin, la remarque de Metali qui parle surtout de changement de comportement. C'est important et que tout le monde soit impliqué par rapport à ça. Vous savez, lors du forum des investisseurs, le deuxième jour du plan Sénégal émergent, mais le président de la République a été très clair, même par rapport aux investisseurs. Il a dit, je me rappelle très bien, si quelqu'un vous dit, donnez-moi tel pour voir telle personne ou voir le président, refusez. Refusez et dénoncez-le. Et je l'ai entendu avant-hier, je pense qu'il l'a dit en Allemagne. Mais c'est important parce que c'est des choses que nous tous, nous avons subies. Chacun de nous l'a subi dans le cadre de l'administration. Il faut que ça change. Si on veut réellement, aujourd'hui, aller... Le plan Sénégal émergent. Mais une administration qui n'est qu'en fait le Sénégal en miniature aussi, non? Est-ce qu'elle n'est pas représentative au fond de nos... Elle est très représentative, je dis, elle est très représentative aujourd'hui du Sénégal. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord. J'ai même, certains même, on est entre nous, entre Sénégalais et Sénégalais, certains même disent, mais il nous faut un dictateur. Moi, j'ai entendu à plusieurs reprises des Sénégalais dire il nous faut un... Pourquoi les gens vont jusqu'à dire cela? C'est parce qu'il y a un ras-le-bol généralisé par rapport au mode de fonctionnement. Et c'est pour ça que je dis il est important aujourd'hui qu'il y ait ces messages du chef de l'État, avec maintenant des actes forts. Moi, par rapport au système mis en place, la CREI et le système avec l'OFNAC, c'est deux choses. La CREI, on a trouvé ici un système qui ne nous permet pas de dire ceux qui ont déjà géré, comment les contrôler. On ne peut pas les contrôler parce qu'ils ont déjà géré, donc on met en place un système permettant de voir comment est-ce qu'ils se sont enrichis. Est-ce que c'est licite ou est-ce que c'est illicite? Et mettre en place maintenant un nouveau système pour que ceux qui gèrent actuellement ne puissent jamais faire comme ceux la qui... La CREI est pour les anciens gouvernants, l'OFNAC est pour vous les actuels. Pour nous, c'est comme ça que vous expliquez les choses. C'est exactement cela. La CREI est pour ceux qui étaient là et qui avaient géré, mais c'est le seul système aujourd'hui qu'on peut mettre en place. Est-ce que pas une vision simpliste aussi? Pourquoi un actuel gouvernant ne serait pas, ne pourrait pas être traduit devant la CREI? S'il a déjà géré plus tard, c'est vrai. Précédemment, c'est vrai, mais c'est une vision simpliste, mais c'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut mettre en place un système pour que ceux qui ont géré avant et qui avaient fait des malversations ne puissent pas s'en sortir sans que la justice joue son rôle, et que ceux qui sont en train de gérer actuellement ne puissent jamais sortir de la ligne normale. Et même plus tard, parce que si le système mis en place marche, ceux qui vont gérer dans le futur également seront dans ce système. Et c'est ça aujourd'hui que les Sénégalais demandent. Oumar Youm, ma question ne sera pas totalement axée sur l'administration parce que je pense qu'elle est suffisamment accablée. Mais au-delà de l'administration, Maître Oumar Youm, l'invite au travail du chef de l'État, est-ce que cela ne va pas au-delà de l'administration?
Mais parfaitement. C'est pour cette raison d'ailleurs que je n'ai pas compris un peu ce jugement de Mme Coulibaly sur l'absence de citoyenneté au cœur du discours. Je pense qu'on n'a pas entendu le même discours. Quand le président parle, l'indépendance n'est pas l'acte d'un jour. C'est un appel à une sorte de responsabilisation des acteurs autour de ce qui les interpelle en termes de valeurs, en termes d'adhésion au patriotisme. Quand il parle de maintenons la flamme patriotique, je pense que Mme Coulibaly, je pense que je vous ai très sagement écouté. Et vous me devez la monnaie de ces sacrifices consentis pour vous donner la parole sur nous. Alors, quand il parle de ensemble, maintenons la flamme patriotique et la conscience relationnelle qui nous lie les uns avec les autres, c'est tout un programme. Je pense qu'effectivement, la citoyenneté quand même a été au cœur du discours. C'est vrai, lui, il a accentué son message autour de l'administration pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, on est dans un tournant décisif où il y a des réformes sur la décentralisation. C'est des acteurs, des élus locaux et l'administration territoriale qui devront conjuguer les efforts dans une synergie commune pour faire avancer le développement au niveau économique et social. Je pense que c'est pour cette raison qu'il a accentué son discours sur l'administration. Mais aussi, le plan Sénégal émergent est un plan qui doit nous permettre d'abord d'aller très vite dans la mise en œuvre des projets qui ont été identifiés. C'est 27 projets quand même phares dans des secteurs clés pour exploiter de manière optimale des secteurs à très fort potentiel. Les mines, l'énergie, l'agriculture, le tourisme, l'habitat, etc., etc. Donc, et ça, c'est l'administration centrale qui doit être au cœur, parce que c'est des hommes qui vont appliquer les projets, qui demandent de la ponctualité, qui demandent de la présence d'esprit, qui demandent des efforts de suivi, qui demandent des efforts d'évaluation et pour implémenter tout ce programme et tout ce projet, quand même qui est un projet important. Le chef de l'État compte sur le gouvernement, mais compte sur l'administration dans un sursaut. Nous avons une administration quand même, quoi qu'on en dise, c'est vrai, qui est le reflet un peu très pâle de notre société en termes de tout ce qu'on peut savoir comme inconvénient, mais quand même qui a en son sein de haut cadre. Quand vous allez dans l'administration au niveau du ministère des Finances, les ministères techniques, ministère de l'Intérieur, très franchement, vous êtes séduit par le potentiel de ressources humaines dont dispose le Sénégal. Le Sénégal, peuple de génie. Mais maintenant, ce qui nous manque, c'est vrai qu'on a eu pendant 12 ans on ne les démotive pas en allant chercher des cabinets extérieurs pour réfléchir sur des plans. Non, mais les cabinets extérieurs aussi, il faut avoir l'habitude. Nous, on n'a pas... Moi, j'ai été dans un cabinet d'avocats d'affaires, quand même très orienté sur l'international. Lui, il le sait. Ils ont des méthodes que nous n'avons pas. Il y a le travail, ça ne s'improvise pas. Il y a des prérequis professionnels. Nous avons besoin d'eux. Il ne faut pas voir le monde entre nous sommes des Sénégalais, ils sont les autres et les étrangers. C'est un monde de complémentarité où ils ont quand même un vécu, une expérience, du professionnalisme sur lequel nous avons quand même des enseignements à tirer. Ça, il ne faut pas avoir ce petit faux complexe pour dire que non, nous avons fait un plan et le plan Sénégal émergent n'est pas un plan fait par des étrangers. Il a été chapeauté par un groupe d'ISO qui est un groupe composé de Sénégalais, exécuté au Sénégal, pensé par des Sénégalais, mais aidé, accompagné dans la réflexion par un cabinet étranger. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre et c'est ça aussi la réalité. Alors, donc je pense qu'effectivement, il nous faut, nous tous, se mobiliser parce que pour développer un pays, la responsabilité n'est pas dans le cas du pouvoir. C'est vrai, nous devons respecter les codes d'éthique, de déontologie, être très présents, délivrer les services dans les délais. Mais aussi, le citoyen a un rôle à jouer. C'est une synergie entre les gouvernants et les gouvernés qui va faire le développement. Alors, Diatou, vous avez évacué tout à l'heure ma question, mais je reviens là-dessus. Ce discours sur le travail, sur une administration, en tout cas, qui se met au service du citoyen, est-ce qu'il n'est pas trahi aussi par le comportement de certains de nos hommes et femmes politiques? Pour parler du phénomène de la transhumance. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des professionnels de la politique qui veulent profiter de tous les régimes en ayant à cœur de garder leurs privilèges, en profitant des ressources publiques? Oui. Moi, je ne veux pas donner... Pardon, je ne veux pas donner des leçons aux transhumants, mais tout ce que je sais, c'est que moi, mon code moral, mon code d'éthique,
ne me prédisposerait pas à transhumer si j'étais en politique. Mais je pense qu'il faut le mettre dans un contexte plus global pour moi, la transhumance. Je pense que c'est dans un contexte généralisé de perte de valeur où les valeurs de fidélité, les valeurs de solidarité, les valeurs de reconnaissance sont en parfaite déliquescence, que ce phénomène-là, je ne dis pas que c'est un phénomène nouveau, mais je pense que la perte exacerbée des valeurs a fait que ce phénomène a pris de l'ampleur. Maintenant, moi, je ne suis pas dans un appareil politique, mais c'est une question qui s'adresse fortement à la classe politique. En tout cas, par rapport aux dernières transhumances dont la presse a fait état, moi je sais que dans mon entourage immédiat, effectivement, j'ai eu des manifestations d'indignation qui ne sont pas feintes de la part de citoyens sénégalais lambda. Il revient donc, je pense, de mettre ça dans un contexte généralisé de perte de valeur, de perte des repères. Mais je pense que la classe politique aussi devra s'analyser parce que je pense que le transhumant se discrédite. Mais le transhumant, quelque part aussi, discrédite l'appareil qui le reçoit. La transhumance, oui, mais tu vois, on a copié sur les hommes. Mais je reconnais que les femmes transhument. Je ne crois pas que, tel que c'est perçu dans les états-majors, dans les appareils politiques, la transhumance est forcément une arithmétique à leur faveur, parce que j'ai le sentiment, effectivement, que quand quelqu'un transhume, d'ailleurs, ce n'est pas sûr qu'il vienne avec sa base. La base, quand même, ce n'est pas des moutons de panurge qu'on met dans un camion et on dit allons débarquer notre baluchon dans telle et telle partie. Donc la question de l'adhésion de la base n'est pas réglée, sans compter quand même toutes les frustrations légitimes qui peuvent s'exprimer quand même dans le parti qui reçoit le transhumant, parce que très souvent, quand les gens quand même croquaient des cailloux, ce n'est pas les transhumants qui étaient avec eux. Maître Ali Fall. Oui, Mamadou. Oui, est-ce que vous enregistrez la transhumance un peu à l'envers? Des gens qui quittent le pouvoir pour aller dans l'opposition. Bon, permettez-moi juste une toute petite parenthèse de 30 secondes pour rappeler quand même que si j'ai bien compris, le pouvoir actuel en est à l'an 0 de son projet de développement, parce que je crois qu'avec le PSE, on débute maintenant un vrai programme, mais le Yonou Yokoute pendant 2 ans, apparemment, ça n'a pas donné ses fruits. Cette remarque faite, je vais répondre à votre question pour vraiment m'en indigner, parce que je ne comprends pas d'ailleurs ce que ce concept recoupe de transhumance. Ce que je crois, c'est faire de la politique, pas être un politicien, débattre au niveau des idées, et je crois que mon confrère Oumar Youm sera tout à fait d'accord avec moi. Penser que c'est comme cela que le Sénégal peut aller de l'avant. Moi, je peux penser que c'est par un autre chemin idéologique ou en tout cas par un projet politique, on y arriverait plus facilement et plus rapidement. Je crois que c'est autour de ce type de débat que la politique se fait, malheureusement. Et je crois que ça, c'est un mal qui nous guette tous et sur lequel on devrait être particulièrement vigilant. Beaucoup de politiciens vivent de la politique, donc sont prêts à tout tant qu'il est possible d'avoir des postes de privilège. Moi, je considère que faire de la politique, ce n'est pas accéder à des postes de privilège. Je pense que faire de la politique, c'est d'abord servir son peuple. Et servir son peuple, forcément, et je crois que tu ne me contrediras pas, c'est difficile, ça prend beaucoup de temps. Non, mais c'est... Donc, je crois, mais je crois que sur ça, au moins, on peut s'entendre pour dire que c'est quand même une mission, certes exaltante, mais difficile, particulièrement compliqué, et je crois que ce qui est difficile et compliqué ne devrait pas être l'objet d'autant de convoitises pour que quelque part on renie sa famille, on renie ses idées, on renie son parcours juste pour des besoins de privilèges. Je crois que la classe politique a intérêt à réfléchir sur cette question-là pour que effectivement cette notion-là disparaisse de l'espace politique. Malheureusement, moi au Réumi, on l'a subi à l'envers parce qu'effectivement certains qui étaient avec nous depuis longtemps nous ont quittés, et je pense que si c'est le Réumi qui était au pouvoir, je pense que ces personnes ne seraient pas parties. Alors, Malick Diop, est-ce que ce n'est pas vraiment un défi que la transhumance pose au pouvoir actuel qui dit qu'il faut assainir les mœurs, qu'il faut même la redevabilité, la reddition du compte? Or, ce qu'on constate, c'est que certains de ces transhumants qui ont réussi à franchir la barrière, ou en tout cas transhumants déclarés, souvent font l'objet de poursuites ou en tout cas risquent d'être poursuivis. C'est un défi, vous avez parfaitement raison. Et je pense que, je le disais, je pense, tout à l'heure,
La transhumance, c'est un jargon de l'élevage, c'est pas un jargon humain. La transhumance, c'est le déplacement d'un troupeau pour rejoindre... Les prairies vertes. Oui, c'est d'abord, c'est un déplacement saisonnier. Oui, absolument. D'un troupeau. Absolument. Pour rejoindre les zones pour se nourrir. C'est le terme, hein, le terme. C'est pour se exactement nourrir. Ça. Aujourd'hui, honnêtement, nous, acteurs politiques, on a effectivement, c'est un défi pour nous, acteurs politiques. Même pas spécifiquement le pouvoir, mais nous autres acteurs politiques. Parce que on a aujourd'hui une mission de montrer que le sens de l'engagement politique, c'est un sens lié à notre citoyenneté. Au fait de se dire que l'engagement politique permet à la personne, au citoyen, d'aller au-delà du citoyen classique qui ne s'engage pas pour la gestion des affaires de la cité. Mais celui-là, il se sacrifie pour exclusivement les besoins de la gestion, de gestion des affaires de la cité. Or, si on prend le jargon transhumance, c'est le contraire. Il se nourrit sur la base de ce que la cité a mis à sa disposition. Et ça, aujourd'hui, nous devons, acteurs politiques, le refuser. Maintenant, c'est par des actes. C'est par des actes. Et je dis, c'est même se tromper que penser qu'un transhumant peut amener de la valeur ajoutée à un parti politique. Pourquoi? Effectivement, un transhumant qui est censé avoir une base politique de 100 personnes, disons 500 personnes, il vient avec sa base politique, il vient avec ses 100 militants. Mais nous, acteurs politiques, nous sommes une minorité par rapport au peuple sénégalais. Nous ne représentons même pas 5% des citoyens sénégalais, qui sont aujourd'hui dépositaires en réalité des suffrages des acteurs politiques. Donc, cette personne qui vient avec ses 500 militants fait perdre au parti politique donné au moins 10 000 sympathisants. Et ça, il faut que nous, acteurs politiques, nous soyons sensibilisés par rapport à ça et que nous posions des actes qui fassent que ce transhumant-là ne sera pas responsabilisé dans le parti politique qu'il intègre. Parce que bien entendu, le parti politique, il est par essence un parti ouvert qui accepte tout le monde, quel que soit... Il s'agit d'un citoyen, le citoyen il est accepté, quel que soit comment il est accepté dans un parti politique. Mais le responsabiliser, ça c'est autre chose. Le responsabiliser, je dis bien, ça c'est autre chose. Maître Oumar Youm, est-ce que vous acceptez tout le monde, vous de l'APR, parti présidentiel devenu attractif forcément aussi? Non, mais je pense que ce qu'on devrait comprendre, moi je m'inscris très rarement dans les jugements de valeur. Je pense que c'est une question d'abord fondamentalement individuelle et de liberté, de choix et de décision. Et si on doit aller au fond des choses, c'est un débat de société qu'on doit poser de manière très claire et non rester dans les caricatures. Est-ce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un adhère à un parti politique, quel est son projet? Et c'est un projet qu'il construit de manière collective pour accéder au pouvoir et l'exercer. Ou est-ce qu'il a un projet individuel à des fins personnelles? Je pense que c'est ça qu'il faudrait voir. Je sais qu'à un certain moment, il y a eu une loi contre la transhumance politique dans le périmètre de l'Assemblée nationale. Dire que quelqu'un qui est porté comme sur les listes de députés ne peut pas changer, sinon il perd son mandat. Mais c'est une question qui est fondamentalement délicate à trancher sur le vif. En matière de liberté, c'est très difficile. Mais au-delà de la liberté individuelle, de la liberté d'association, maître, il y a aussi, il ne faut pas que la transhumance soit une assurance tout risque pour échapper à des poursuites éventuelles. Il est évident que ce n'est pas parce que vous avez transhumé que vous allez avoir la préservation de votre emploi. Ce n'est pas parce que vous avez transhumé que vous allez être épargné. Nous sommes dans une logique d'impunité.
Ça, tout le monde le sait. Il y en a qui l'ont fait et les preuves sont là. Ils ont été poursuivis par la CREI, par les juridictions spécialisées et ils ont été inquiétés dans leur liberté. Donc, ce n'est pas une garantie contre les poursuites qui seront exercées. C'est une question individuelle, encore une fois, qui touche à des libertés de choix des individus et à la liberté d'association, parce que les partis politiques, malheureusement, ne peuvent pas être fermés. Un parti politique est une association qui est ouverte à tous Sénégalais qui désirent adhérer à l'association. Donc je pense qu'effectivement, ça peut interpeller des règles d'éthique, peut-être de moralité publique, hein, mais ça, il faut trouver la solution dans notre société. Est-ce qu'aujourd'hui, notre société est suffisamment mûre pour prendre des types de décisions? Est-ce qu'aujourd'hui, le politique sénégalais est suffisamment engagé dans son parti en termes d'adhésion idéologique, en termes d'esprit de solidarité, de fidélité à certaines valeurs qui sont articulées dans le parti? Est-ce que tout ça existe? Est-ce qu'aujourd'hui, on a de vrais partis politiques où il y a la formation, où il y a l'encadrement, où il y a la flamme du patriotisme, de la loyauté et de la fidélité aux valeurs du parti sont entretenus. Donc je pense que aussi tout ça, c'est des débats, c'est des idées qu'on devrait agiter et essayer de voir ensemble comment trouver Dernier tour de solution. table, chacun aura droit à 30 secondes. Cela fait 54 ans que notre pays est indépendant. Êtes-vous, en tant que Sénégalaise, Sénégalais, fiers de ce Sénégal indépendant, ou en tout cas dit indépendant? En êtes-vous fiers? 30 secondes. Moi, je suis profondément fière d'être sénégalais. Je suis profondément fière d'être sénégalais. Une journaliste qui oublie son micro. Tu vois, c'est bizarre, mais c'est ça. Je suis profondément fière d'être sénégalais. Je suis particulièrement fière et rassurée de vivre, quoi qu'on en dise quand même, dans un pays fait de tolérance, fait de convivialité, fait de solidarité. Et je pense que ça aussi, ce n'est pas rien. Maître Ali Fall, merci pour la discipline. Elle s'est tenue aux 30 secondes. On a 30 secondes. Je suis effectivement très fier d'être sénégalais, ça c'est évident. Très content de vivre au Sénégal, très content d'avoir ce type de débat qui renforce à mon avis le processus démocratique, qui est ces échanges qui devraient faire en sorte que les choses aillent de l'avant, en tout cas nous l'espérons. Et puis espérant un jour véritablement que le Sénégal entrera dans une ère de rupture pour que ce pays que j'adore connaisse enfin le développement. Malik Diop. Extrêmement fier d'être sénégalais, de vivre au Sénégal. Je regrette d'avoir posé la question, mais allez-y quand même. Effectivement, extrêmement fier d'être sénégalais, de vivre au Sénégal, d'être dans un pays, je le dis chaque fois, même à l'étranger, que nous ne sommes pas la vitrine de la démocratie en Afrique, mais c'est la vitrine mondiale de la démocratie. Parce que le Sénégal, par rapport vraiment à ce qui se fait sur le plan international, nous avons vraiment quasiment pas de leçons à apprendre de qui que ce soit, tout simplement parce que énormément de choses se font ici dans le cadre démocratique. Et c'est une fierté d'être là et de vivre là. C'est quelque chose d'excellent, d'extraordinaire. Si nous abandonnons la transhumance. Maître Oumar Youm, ministre. Évidemment, très fier, comme à l'instar des autres, d'être sénégalais, un pays stable, politiquement, ancré dans des valeurs de démocratie, avec de fortes valeurs culturelles et culturelles. Un pays de teranga, comme on a l'habitude de le dire, d'échange, civilisé, courtois, et le tout orienté vers la satisfaction de l'intérêt général. Ce que je voudrais simplement profiter de l'occasion pour réitérer l'appel du chef de l'État dans son discours, l'appel à la mobilisation de nos énergies qui devrait être orientée vers l'intérêt général, l'essentiel, qui doit nous permettre justement de connaître à l'horizon 2017 les prémices d'un Sénégal émergent. Voilà, transhumance rime quand même avec indépendance. Faisons en sorte plutôt que cette indépendance puisse rimer avec émergence, avec développement. Cela fait bientôt, en tout cas on est à quelques heures, 54 ans maintenant que notre pays a accédé à la souveraineté internationale. Merci d'avoir suivi le débat de ce soir. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Grand merci à Barkaba vraiment qui a réalisé cette émission pour les invités.
invité, mais également à Ndiagandou, qui a aussi piloté au côté technique avec son équipe cette belle soirée que nous avons passée ensemble ici à la place de l'Indépendance. Merci, bonsoir et bonne fête de l'Indépendance. Merci.